11 avril 2018. Nous participons avec Odile à un circuit de 2 semaines au Vietnam. Partis en fin de journée de Roissy-Charles de Gaulle, nous faisons escale à Istanbul après 3h30 de vol, où nous ne sommes pas vraiment seuls, comme vous pouvez le voir sur ces images, et ceci malgré l'heure tardive en plein milieu de la nuit. Après 2 heures d'escale, nous repartons à destination d'Ho Chi Minh Ville pour un vol qui durera un peu plus de 10h30. Environ 16 heures après notre départ de Paris, nous arrivons en fin d'après-midi à Ho Chi Minh Ville dans le sud du Vietnam, où nous retrouvons le groupe d'une vingtaine de personnes, ainsi que Xiao qui sera notre guide pendant 2 jours. Pas de temps mort à l'arrivée, nous enchaînons directement par un petit tour by night du centre historique de la ville, avec ici l'opéra. Il fait très chaud et l'atmosphère est moite avec l'humidité ambiante. Anciennement Saigon, la ville est rebaptisée Ho Chi Minh Ville en 1976 après le départ des Américains à la fin de la guerre du Vietnam. Les anciens bâtiments coloniaux côtoient des immeubles ultramodernes. Nous nous dirigeons ensuite vers la rivière de Saigon, où nous embarquons sur un bateau-restaurant pour une croisière d'environ 2 heures, où nous prendrons notre premier repas vietnamien dans une ambiance rétro. Un groupe de musiciens traditionnels animera une partie du repas. Nous ferons du change après le repas et on a tous l'impression d'être devenus millionnaires. 200 € donnent plus de 5,5 millions de dong. La plus grosse coupure est de 500 000 dong, soit un peu moins de 20 €. Avant de voir la suite, un peu de géographie sur le Vietnam. Avec le Laos et le Cambodge, le pays fait partie de la péninsule indo-chinoise, ancienne colonie française. Sa superficie est de 330 000 km², soit l'équivalent des 2/3 de la France, et sa population est de 94 millions d'habitants. Le pays est tout en longueur, avec une distance d'environ 1650 km entre le nord et le sud. Nous commençons notre circuit dans le sud, dans la région de Cochinchine, où se trouve la plus grande ville du pays, Ho Chi Minh Ville, et la grande plaine du delta du Mékong. Avec environ 4300 km de long, le Mékong est l'un des plus grands fleuves du monde. Il prend sa source en Chine, borde la Birmanie, puis la Thaïlande, traverse le Laos, le Cambodge et le Vietnam pour terminer sa course en mer de Chine. Nous prendrons ensuite l'avion pour nous rendre au centre de la région d'Annam, avec ses villes principales Da Nang et Hue. Puis nous prendrons un train de nuit assez folklorique pour nous rendre dans le nord, dans la région du Tonkin, où se trouve la capitale du pays, Hanoï. Retour à Ho Chi Minh Ville, où notre première visite de la journée est l'ambassade américaine. C'est à partir du toit de celle-ci que décolla le dernier hélicoptère américain le 30 avril 1975, marquant la fin de la guerre du Vietnam. Notre attention est attirée par la circulation matinale à 7h30 du matin, avec son flot impressionnant de 2 roues.
Nous nous rendons ensuite au centre historique de la ville, où se trouve la cathédrale Notre-Dame de Saïgon, qui a été construite à la fin des années 1880 avec des matériaux entièrement importés de France. Juste à côté de la cathédrale se trouve la poste centrale de Saïgon, construite 10 ans après sa voisine et qui est l'un des plus beaux édifices de l'architecture coloniale française. L'intérieur aux chambres rétro bien agréable, avec sa charpente métallique conçue par Gustave Eiffel, fait davantage penser à une gare. Au fond de la salle, nous pouvons voir un immense portrait du président Ho Chi Minh. Ici, juste à côté de la Poste, un autre bâtiment typiquement français, le Café de la Poste. Et enfin, dans le même périmètre, voici l'Opéra de Saïgon aperçu la veille au soir et construit au début du XXe siècle. Nous nous rendons ensuite dans une entreprise artisanale de tableaux laqués vietnamiens. Nous pouvons y voir les différents matériaux utilisés, tantôt de la nacre de coquillage, tantôt de la coquille d'œuf écrasée, et suivre les différentes étapes de fabrication avec le polissage et l'application de la laque. Le résultat est superbe, comme nous pouvons le voir dans la boutique à la fin de la visite. Nous reprenons ensuite le car, d'où nous pouvons prendre quelques photos du quotidien des Vietnamiens. Ici, nous traversons le quartier Cholon de Saïgon, habité principalement par une communauté chinoise et dont l'activité principale est le commerce du riz. Nous nous dirigeons ensuite au sud vers la ville de Can Tho, située au cœur du delta du Mékong qui couvre une surface de 40 000 km². En chemin, nous nous arrêtons visiter un temple caodaïste. Les temples caodaïstes sont très colorés aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le caodaïsme est un courant religieux apparu ici même dans le sud du Vietnam en 1926. Il s'agit d'un courant qui synthétise les principes des autres religions, le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, le christianisme et l'islamisme, tout le monde sous le même toit. Les guides spirituels sont également extrêmement variés. Citons entre autres Jeanne d'Arc, Victor Hugo, Churchill, Lénine et Shakespeare. Ce courant religieux compte aujourd'hui plusieurs millions d'adeptes dans le pays. Ici, un jacquier, arbre cousin de l'arbre à pain et dont les fruits comestibles peuvent peser plus de 30 kg. Nous embarquons ensuite dans un bateau pour nous rendre sur une île située dans l'un des 9 bras du Mékong, bras dont la largeur est d'environ 2 km. En chemin, nous voyons de nombreuses habitations flottantes dont la partie grillagée sous l'eau sert d'élevage de poissons. Sur la rive opposée, nous naviguons le long de maisons à l'aspect très sommaire, construites sur des pilotis en bois. Et parfois, nous voyons des habitations beaucoup plus modernes. Arrivés sur l'île, nous avons droit à une dégustation de fruits frais, dont le fruit du dragon à l'aspect plutôt étrange. Nous repartons ensuite par un chemin en terre et nous nous arrêtons chez un apiculteur. Les plus courageux pouvaient déguster du miel prélevé avec le doigt directement sur le rayon, parmi des centaines d'abeilles.
Après le miel, nous nous arrêtons dans une fabrique artisanale de cacao. Nous réembarquons ensuite pour nous rendre par un étroit canal sur une île où sont fabriqués de manière artisanale des bonbons à la noix de coco. Bien entendu, chaque visite est l'occasion de sortir de sa poche la liasse de dong qui font à vue d'œil. Ici, une liqueur de cobra pour les amateurs. Ensuite, une petite balade en calèche, suivie d'une traversée périlleuse d'un pont en bambou, nous emmènera à l'endroit du déjeuner, où nous dégustons une spécialité locale, le poisson oreille d'éléphant. Le poisson est dépecé pour être consommé sous forme de rouleau de printemps confectionné devant nous. Après le repas, nous reprenons place dans les embarcations pour rejoindre la route et nous rendre dans la ville de Kanto, qui est la plus grande ville du delta du Mékong, avec ses 1 200 000 habitants. Nous y arrivons pour le dîner, où nous goûtons la spécialité locale, la soupe Kan Chua Kalok, préparée avec du poisson loc, des légumes et du tamarin. La banane flambée en dessert n'a rien de local, mais est très bonne quand même. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, nous partons pour une visite matinale du marché flottant de Kairang, qui est un quartier de Kanto. Nous embarquons dans un sampan, un bateau à fond plat très utilisé ici. Au cours du trajet, nous croisons des barques qui reviennent du marché et nous pouvons observer les habitations précaires qui bordent le Mékong. Nous pouvons aussi voir par endroits des monceaux de déchets qui montrent que l'écologie n'est malheureusement pas une grande préoccupation du pays et de ses habitants. Et parfois, un quartier moderne qui tranche avec le voisinage. Après une bonne demi-heure de navigation, nous arrivons au marché flottant. On y trouve de grandes jonques chargées de fruits et légumes produits dans d'autres régions et acheminés ici pour être vendus à des commerçants locaux qui alimentent ensuite les marchés de la région. Il s'agit en quelque sorte d'un petit ringis flottant. Chaque jonque possède une perche en bambou à l'avant où sont accrochés les produits à vendre sur le bateau, ce qui permet aux acheteurs venus en barque de repérer facilement ce qu'ils cherchent. Nous ferons une halte sur une jonque où un jeune couple propose des ananas frais découpés sur place. Moment très agréable.
Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons visiter un marché local où l'on trouve de tout, avec toutes sortes de poissons et de volailles. Oh putain, je vais passer devant toi parce que celui-là. Ici, des fruits et des légumes à profusion, sans oublier les fleurs et le bazar. Après cette visite, nous reprenons le car pour remonter à Ho Chi Minh Ville. Nous voyons comme souvent des motos avec des chargements impressionnants. En route, nous nous arrêtons dans la ville de Mai Thu, visiter la magnifique pagode de Minh Trong. Cette pagode bouddhiste, construite vers 1850, possède un jardin magnifique où l'on peut admirer 3 superbes statues de Bouddha blanc, debout, assis et allongés. L'intérieur est richement décoré, avec ses autels et une multitude de statues de Bouddha. Les jardins sont très jolis, avec ici une fleur de lotus. Nous reprenons la route vers le nord, avec un arrêt pour déjeuner dans un cadre de verdure exotique somptueux. Les serveuses sont habillées en robe traditionnelle, lao dai, et nous y dégustons cette spécialité locale. Un gâteau de riz gluant frit de la taille d'un petit ballon de football, mais totalement creux. Avant de repartir, nous profitons du cadre magnifique du jardin pour prendre quelques photos. En fin d'après-midi, nous prenons un vol intérieur qui nous emmènera plus au nord, à Da Nang, dans le centre du Vietnam. Accompagnés de Sean, notre nouveau guide pour la fin du séjour, nous redescendrons en car pour passer la nuit à Hoi An. Le lendemain, nous nous réveillons dans un hôtel situé au bord d'un lac, avec un calme propice à la méditation qui pourrait presque vous faire oublier l'heure. Nous commençons la journée par une visite à pied de la vieille ville de Hoi An, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Nous nous arrêtons au sanctuaire de Fujian, qui est un temple chinois construit vers 1690.
L'ensemble est très coloré, les jardins sont impeccablement entretenus et à l'intérieur on y trouve des hôtels avec de nombreuses statues de divinités. Ici, des cônes d'encens qui se consument lentement, porteurs d'un message des vivants à leur Dieu. Après cette visite, nous flânons dans la vieille ville avec ses rues très colorées. On y croise des mariés qui se font photographier devant les vieilles maisons en bois. Notre guide Sean nous en fera visiter une avec son lit de taille confortable, sa poulie au plafond pour hisser le mobilier à l'étage lors des crues de la rivière, dont nous voyons les côtes atteintes sur les marques jaunes au mur. Tiens, un vendeur de fruits, pas vraiment du pays. La ville, autrefois prospère car située sur la route de la soie, a perdu de son attrait au XIXe siècle à cause de l'ensablement de la rivière qui ne permettait plus le commerce fluvial. Et voici le pont-pagode japonais, construit en 1593 pour relier les quartiers chinois et japonais de la ville. La visite suivante nous emmène dans un élevage de vers à soie dans ces grandes corbeilles, qui donneront un cocon jaune. Ce cocon sera ensuite filé pour obtenir le fil de soie qui servira à fabriquer le précieux tissu. Nous enchaînons avec la visite de la pagode de Cheongtan, dont l'origine remonte à l'an 1454. Dans des jardins toujours parfaitement entretenus, la pagode dispose de plusieurs pièces qui abritent de belles statues de Bouddha et de diverses divinités dans un environnement toujours très coloré. L'activité suivante nous fait complètement changer de décor, puisque nous sommes partis pour une balade à vélo dans les rizières. Il n'y a aucune difficulté, puisque la région est parfaitement plate, sans aucun relief. L'eau, indispensable à la culture du riz, est omniprésente, et nous pouvons souvent voir de belles étendues d'eau couvertes de nénuphars et de lotus. Nous avons aussi vu quelques buffles perdus au milieu de nulle part. Ces bassins à l'apparence tranquille sont en fait des élevages de crevettes, très utilisés dans la cuisine vietnamienne. Et ici, des champs immenses où sont produits les légumes pour toute la région. Après cette balade bien agréable, nous avons droit à un cours de cuisine. Il s'agit de confectionner soi-même un ban xeo, une crêpe chaude garnie de crevettes et de viande de porc. Pas bien difficile à faire et délicieux à déguster. Après le repas, nous rentrons à Hoi An où après une séance de massage de pieds qui durera une bonne demi-heure, nous avons quartier libre pour nous promener dans la ville. Nous en profitons pour nous balader le long de la rivière et dans les rues avoisinantes.
Cette promenade dans ce décor très coloré est bien agréable. La circulation n'est pas toujours facile avec la présence permanente des deux roues. Le lendemain, nous quittons l'hôtel pour nous rendre à Da Nang où nous avons atterri l'avant-veille au soir. Nous nous arrêtons en chemin dans l'une des nombreuses entreprises de sculpture de marbre dont les montagnes de la région sont très riches. Les ouvriers sculptent les statues carrément à la meuleuse, avant un polissage au papier de verre. Un nombre considérable de sculptures sont entreposées un peu partout dans la boutique et dans le jardin. Elles sont toutes très jolies et sont destinées à décorer les temples, les grands hôtels et les maisons des Vietnamiens les plus aisés. Nous nous rendons ensuite à Da Nang, qui est une ville moderne où nous faisons une halte rapide sur la plage de sable blanc, où ce n'est pas la foule, mais on ne s'en plaindra pas. Nous repartons ensuite vers le nord en direction de la ville de Hue, d'où nous prendrons un train de nuit qui nous emmènera demain soir à Hanoï, la capitale du Vietnam. La route emprunte le célèbre et bien nommé col des nuages. Ce col marque la frontière climatique entre le nord et le sud, et malgré son altitude modeste de 496 mètres, il est presque constamment dans la brume. Lorsque nous descendons de l'autre côté, nous sommes contraints de faire une halte à un passage à niveau pour laisser passer le train que nous prendrons demain soir, et qui relie Ho Chi Minh Ville à Hanoï, soit 1726 km en environ 30 heures. Heureusement, nous avons fait plus de la moitié du chemin en avion l'avant-veille, et nous ne mettrons en principe que 13 heures environ, et de nuit. Plus loin, nous ferons une pause près d'un grand lac, et tout au long de la route, nous pouvons voir des cimetières comme celui-ci, avec des tombes imposantes, finement sculptées et très colorées. Nous arrivons à Hue à l'heure du déjeuner, et l'après-midi sera consacré à la visite de la citadelle et de la cité impériale. Hue, ancienne capitale des empereurs de la dynastie Nguyen, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce statut de capitale explique la présence au bord de la rivière des Parfums de cette imposante citadelle à la forme carrée avec des remparts qui mesurent 2,5 km de côté, soit un périmètre de 10 km. Les murs extérieurs font plus de 6 mètres de hauteur et jusqu'à 20 mètres d'épaisseur, et l'ensemble est entouré de larges douves. À l'intérieur de la citadelle, la cité impériale, d'une dimension plus modeste d'environ 600 mètres de côté, est entourée de grands murs et d'une douve. Elle était réservée à la famille royale au sens large, aux administrations clés et au culte. Elle comptait à l'origine une centaine de palais ou de temples comme ceux que l'on peut voir sur ces photos.
À l'intérieur même de la cité impériale, on trouvait la cité pourpre interdite réservée au roi et à sa famille. Toute personne étrangère qui y pénétrait était mise à mort. À la suite d'un incendie en 1947 et surtout de l'offensive du Tet en 1968 pendant la guerre du Vietnam, la cité interdite a été presque entièrement détruite. Parmi les édifices qui ont été épargnés, voici le Théâtre Royal, à l'intérieur magnifiquement décoré. Ici, la Bibliothèque Royale. Après cette visite et un passage à notre hôtel, nous terminons la journée par un dîner royal costumé. Affublés chacun d'un costume traditionnel, et après quelques photos souvenirs, nous passons à table sous l'office du roi et de la reine, habillés avec une tenue d'un autre acabit. Les assiettes servies sont présentées avec des légumes découpés minutieusement et représentant tantôt un bateau, tantôt un oiseau ou beaucoup d'autres choses encore. Un groupe de musiciens anime la soirée avec des instruments traditionnels. Le lendemain matin, après quelques photos de la ville de Hue prises de notre hôtel, nous commencerons la journée par la visite de la pagode de Touilleux, située à quelques kilomètres de Hue. À l'entrée, un groupe de bonzesses, ou de gonzesses au choix, est en plein travail de jardinage. Cette pagode a été fondée à flanc de colline en 1843 par le grand bonze Nat Dinh. Depuis sa fondation, cette pagode a été sans cesse agrandie et restaurée, notamment par les eunuques de la citadelle de Hue, avec l'aide des fidèles et celle des empereurs de la dynastie Nguyen. Elle devint ainsi au fil du temps l'une des plus grandes pagodes de la région. Ici, l'intérieur du temple principal qui est dédié au culte de Bouddha. En 1931, le grand bonze Hue Min fit creuser le petit lac en demi-lune que nous pouvons voir sur ces images. Nous passons une bonne partie de la visite à déambuler à travers les portes, les esplanades et les jardins. Et là, l'intérieur d'un autre temple important, dédié celui-là au culte des fondateurs. L'ensemble, aujourd'hui quand même un peu défraîchi, est un lieu particulièrement paisible et calme, ce qui le rend propice à la vie monastique. Après cette visite matinale, nous nous arrêtons dans l'une des innombrables fabriques artisanales d'encens. Et ça, c'est la sciure de bois.
Ça ne sert que de support pour pas que ça colle à la plaque. Donc elle va rouler, c'est comme la farine si vous voulez. Les bâtonnets d'encens font partie de la culture vietnamienne et sont utilisés dans toutes les maisons pour le culte des dieux ou des ancêtres. Juste à côté, nous trouvons une fabrique de chapeaux coniques portés par les femmes vietnamiennes et qui sont un des emblèmes incontournables du pays. Ensuite, nous embarquons sur un bateau dragon à fond plat pour une promenade sur la rivière des Parfums. Au loin, nous apercevons un joli monument sur la rive. Pendant la promenade, un étalage de produits souvenirs destinés aux touristes va déclencher une véritable fièvre acheteuse parmi le groupe. Nous débarquons pour visiter la pagode de la Dame Céleste avec sa tour octogonale de 7 étages et ses 21 mètres de hauteur, ce qui en fait la pagode la plus haute du Vietnam. Ici, une sculpture en marbre représentant une tortue géante, symbole de longévité. L'entrée de la pagode par une porte triple est ornée de statues très colorées des gardiens du bien et du mal. Devant nous, le pavillon principal renfermant des statues de Bouddha qu'il est interdit de photographier. Et dans les jardins, nous voyons comme souvent dans les pagodes, de nombreux bonsaïs dont des jardinières géantes. Et voici la vieille Austin bleue utilisée en 1963 par le bonze Chi Kang-duk pour aller à Saigon où il s'est immolé par le feu afin de protester contre la répression dont les moines bouddhistes étaient victimes. Au bout du jardin, on y trouve un sanctuaire où est érigée une tour aux dimensions plus modestes. Après cette visite, nous rentrons à Hue pour le déjeuner. Voici sur cette photo un bel exemple du réseau électrique au Vietnam. On se demande comment les électriciens font pour s'y retrouver. Au restaurant, nous passons par une salle à manger très bien décorée et qui sert au dîner costumé comme celui auquel nous avons participé la veille au soir. Et voilà Sean qui fait le pitre pour changer. Et ici, le ramassage des poubelles. Tiens, voici le monument aperçu le matin du bateau. Nous nous rendons ensuite à la gare de Hue, où nous prendrons un train de nuit qui nous emmènera à Hanoï, au nord. Après un petit ravitaillement au whisky pour le voyage et un peu d'attente sur le quai, voici notre train qui rentre en gare. Une fois à bord, chacun prendra place dans son compartiment de 4 couchettes. Nous aurons le plaisir de partager le nôtre avec Tim et Justine. Du train, nous pouvons observer sous un ciel gris le paysage de rizière toujours parfaitement plat, comme nous avons pu le voir quasiment tout le temps depuis notre arrivée au Vietnam. On est que. Non, whisky. Ah, les marchands de tapis. Si, allez vite, on s'en va là, 150. Allez, donnez-moi un billet là. Je te laisse. Attends. J'ai 50. J'ai 100. 100, mais c'est ça. Bon, ouais. Non. Bon, allez. T'as pris pour toi, hein. Elle donne 200, Bon, allez, c'est bon. Allez. Bon, allez. Go. Allez. Ce n'est pas grave, ceci a permis de passer un bon moment à l'apéro, à 8 dans un compartiment. Nous arrivons très tôt le lendemain matin à Hanoï, et le réveil semble difficile pour certains. Ici aussi, nous voyons des cyclos avec des chargements improbables, et un réseau électrique toujours aussi anarchique.
Nous prenons la direction de la baie d'Along avec tout au long de la route des panneaux publicitaires géants plantés au milieu des rizières. Et ici, des maisons en construction dans le style typique vietnamien, très peu de surface au sol à cause du prix élevé des terrains et construites tout en hauteur. Nous nous arrêtons en route dans le village de Dong Trieu pour visiter une fabrique de céramique qui est une spécialité locale. On peut y voir des centaines de récipients, certains en préparation et d'autres terminés. Voici le four où sont cuites les poteries. La température de cuisson varie entre 1000 et 1200 degrés selon la nature des objets à traiter. Les dessins en couleur bleue traditionnelle sur ces poteries en attente de passer au four sont réalisés à la main. Et voilà le résultat après cuisson. On ne va bien sûr pas partir sans un passage par la boutique où nous pouvons admirer de magnifiques vases ainsi qu'une multitude d'objets utilisés pour la cuisine. Nous reprenons notre route et un peu avant d'arriver à Along, nous faisons une halte dans une ferme perlière. Dans les vitrines, nous pouvons voir des perles de culture exposées dans des coquilles d'huîtres. Ici, une jeune femme en train de réaliser le travail très délicat de la mise en place du greffon dans une huître. Après cette visite, nous nous rendons au port où nous embarquons sur une jonque pour une croisière de 24 heures dans la mythique baie d'Along, située dans le golfe du Tonkin. Après avoir déposé nos affaires dans nos chambres au confort remarquable et avec un décor en bois de qualité, il est l'heure de passer à table. À votre bonne santé, messieurs, dames. La salle de restaurant offre une vue directe sur les îlots karstiques de la baie d'Along. Le spectacle est fabuleux. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994 et fait partie depuis 2011, selon un classement officieux, des 7 nouvelles merveilles mondiales de la nature. Près de 2000 îlots comme ceux que nous voyons sont répartis sur une surface d'environ 1500 km². Pas le temps de se reposer. Nous embarquons après le repas sur une annexe de la jonque qui nous conduira sur l'île Titop que vous voyez en face. En fait, il y a énormément de monde et l'endroit est très bruyant. Malgré tout, le cadre est majestueux, et même si c'est fortement déconseillé en raison de la pollution de l'eau, la baignade est autorisée. On ne va pas se priver de profiter de ce moment unique dans ce cadre magique, en faisant attention toutefois de garder la tête hors de l'eau. Après la baignade, on enchaîne directement avec l'ascension d'un escalier de 400 marches, où on ne se sent pas vraiment seul, et qui nous emmène à un point de vue extraordinaire sur la baie d'Along. Voici quelques images. Nous reprenons ensuite la navette qui a bien du mal à s'approcher, tant la bagarre entre les jonques pour accoster est virulente. Allô, c'est là aussi, comme on arrive.
Après un passage sur notre jonque et une douche rapide pour se rincer après la baignade dans les eaux douteuses de la baie, nous repartons en direction de la ferme Perlière dont nous avons vu la salle d'exposition le matin même. Le but de cette sortie, une petite heure de canoë dans le cadre somptueux de la baie d'Along. C'est plutôt sympa, non ? Après cette activité, nous rentrons à la jonque pour le dîner, et en soirée, nous avons droit à un magnifique coucher du soleil sur la baie. En soirée, nous profitons de la douceur sur le pont supérieur de la jonque pour prendre un verre et faire quelques photos. Le lendemain, réveil très matinal qui permet de découvrir la baie au lever du jour sous une légère brume. C'est le calme absolu. 6 heures du matin, une séance découverte de tai chi est proposée pour les plus courageux sur le pont supérieur de la jonque. Ça pique un peu les yeux, mais ça valait vraiment la peine de se lever pour profiter de l'instant et du calme de la baie à cette heure-là. On ne peut pas parler de la baie d'Along sans évoquer l'envers du décor. L'eau est extrêmement polluée du fait de la surexploitation touristique du lieu, ainsi que du rejet de gasoil et de détritus en pagaille, comme ceux que l'on voit flotter à la surface de l'eau. Il faut y ajouter le rejet de métaux lourds de la part d'industries qui sont installées tout autour de la baie et des eaux usées d'une agglomération importante qui n'a pas de station d'épuration. Après ce constat qui casse un peu l'ambiance, mais qu'on ne pouvait pas passer sous silence, nous continuons notre route qui nous fait passer près d'une magnifique jonque toute voile dehors. Au menu ce matin, la visite d'une des nombreuses grottes creusées à l'intérieur des îlots karstiques. Celle que nous visitons n'est pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la plus grande de la baie d'Along, avec une superficie d'environ 10 000 m². Située sur l'île de Bohon, elle est surnommée par les Français la grotte des surprises. Elle est composée de 2 salles principales, et on peut y voir des centaines de stalactites aux formes variées, et mises en valeur par un éclairage approprié. La grotte est visitée par de nombreux touristes, mais comme l'endroit est vaste et le plafond assez haut, nous n'avons pas du tout la sensation de confinement. À la sortie, un promontoire nous offre une magnifique vue sur la baie d'Along. Le moment est maintenant venu de rentrer au port, et comme nous avons la chance aujourd'hui d'avoir encore un temps assez dégagé, nous en profitons pour faire quelques selfies et quelques photos de cet endroit magnifique. Ici, un bateau de pêcheurs un peu perdu au milieu des jonques. Terminus, bye bye Along. Nous reprenons la route vers la capitale Hanoï et en chemin nous nous arrêtons dans le magnifique temple bouddhiste de Truklamientu, construit à flanc de colline.
D'imposantes statues de lions gardent l'entrée des lieux, et ici un poème gravé sur la pierre. Il y en a des dizaines comme ça dans le jardin. Et là, l'entrée d'un temple à l'intérieur duquel on trouve un autel dédié au culte de Bouddha, avec de nombreuses offrandes faites par les fidèles. Les jardins sont très jolis et comme toujours très bien entretenus par les moines. On y trouve de nombreuses statues en pierre ou en marbre où le buffle, le lion et Bouddha sont souvent représentés. Un grand bassin d'eau ovale borde la propriété et des tortues profitent du soleil. Nous reprenons la direction d'Hanoï avec un arrêt sur une aire d'autoroute où des jeunes femmes sont en plein travail. Nous passons également devant la plus grande usine de smartphones Samsung du Vietnam où travaillent environ 50 000 salariés. C'est énorme. Nous rentrons dans Hanoï où nous pouvons observer du Caire toutes sortes de petits commerces le long des rues, et aussi ces carrefours avec ses règles de circulation un peu spéciales. Après un passage à l'hôtel, nous profitons d'un quartier libre pour nous balader en ville un peu au hasard, sans but particulier. Ceci permet de voir la façon de vivre des Vietnamiens, ici en plein repas dans un snack, ou même en pleine rue. Coucou les filles! Nous tombons ensuite par hasard sur l'entrée d'un marché couvert où les Vietnamiens accros à leurs deux roues font leurs achats sans descendre de leur scooter. Les étals sont très bien achalandés de toutes sortes de fruits et de légumes du pays. Notre attention est attirée par des bruits bizarres. En fait, un énorme poisson vivant essaie de se faire la malle dans l'allée, mais il est vite rattrapé par la patrouille. Sur le chemin du retour à l'hôtel, nous pouvons voir tout le long des petits commerces, y compris à vélo, et des habitations traditionnelles construites en hauteur. Ici, le boulanger travaille en bonne partie sur le trottoir, de même que ce fabricant de nouilles ou de ces Vietnamiennes qui apprêtent des volailles, et tout ceci au beau milieu d'une circulation dense. Non, ce ne sont pas les Dalton. Ces masques servent juste à se protéger de la pollution. Nous commençons la journée du lendemain par la visite du musée national d'histoire vietnamienne où nous serons accompagnés par un groupe d'écoliers. Construit en 1926, le bâtiment à l'architecture coloniale abrite à l'origine l'école française d'Extrême-Orient. Réparti en deux bâtiments distincts de chaque côté de la rue, le musée expose aux visiteurs pas moins de 10 000 objets sur une surface de 4 000 m². Les objets présentés couvrent toutes les époques de l'histoire du pays, allant de la préhistoire à nos jours, et sont de toute nature, des statues, des vêtements, de la vaisselle, de l'armement, des bateaux, etc.
Les élèves sont bien disciplinés ici. À l'extérieur dans le jardin, nous pouvons y voir des bonsaïs et des mini-pagodes. En traversant la rue pour nous rendre dans l'autre bâtiment, nous pouvons voir un coiffeur au travail dans son salon sur le trottoir. Cette deuxième partie, installée dans un autre bâtiment colonial du début du XXe siècle, est consacrée à l'histoire récente du pays, et plus particulièrement à la guerre d'Indochine contre les Français de 1946 à 1954 et à la guerre du Vietnam contre les Américains de 1965 à 1975. On peut y voir un buste d'Ho Chi Minh, père de la nation vietnamienne, de l'armement d'époque, un journal au nom connu, le Nha Quay, et même une guillotine qui a dû faire tomber bien des têtes. Sans transition, nous enchaînons directement avec une balade en cyclopousse. Un petit tour dans les rues environnantes nous donnera l'occasion de nous intégrer dans la circulation et de voir quelques bâtiments coloniaux. Nous voyons également des scènes de la vie quotidienne des Vietnamiens, avec notamment ces marchandes de fleurs, de fruits ou de légumes à vélo. La visite suivante nous emmène au mausolée d'Ho Chi Minh, décédé en 1969. Construit sur une vaste esplanade sur le modèle de la place Rouge à Moscou, le bâtiment de granit gris est bien froid et austère, à l'image de ses gardes qui semblent aussi chaleureux qu'un congélateur. Nous assisterons à la relève de la garde, et on sent une discipline de fer. Ça ne doit pas rigoler tous les jours pour ces militaires. Aux abords de l'esplanade, nous voyons quelques beaux bâtiments coloniaux, peints comme la plupart en jaune. Un convoi officiel arrive à vive allure. On apprendra qu'il s'agit de la présidente de la Birmanie en voyage officiel au Vietnam. Nous nous rendons ensuite, tout près de là, à la pagode au pied unique. Cette petite pagode bouddhiste construite à l'origine en 1049 avec un pied en teck a été détruite et reconstruite avec un pilier en béton. Il s'agit d'un des emblèmes de la ville de Hanoï. Elle émerge au milieu d'un petit lac et sa forme rappelle une fleur de lotus. Un escalier permet aux fidèles d'apporter leurs offrandes. Après toutes ces visites, il est temps de passer à table. Nous pouvons déguster comme tous les jours une grande variété de plats typiques de la cuisine vietnamienne, avec aujourd'hui en dessert le Che, très populaire au Vietnam. Après cet excellent repas et une petite pause shopping improvisée, nous restons à Hanoï où nous enchaînons avec la visite du temple de la littérature. L'ensemble entouré de murs couvre un peu plus de 5 hectares et est composé de plusieurs cours, dont la première est ce grand jardin arboré. Ce temple presque millénaire, dont la fondation remonte à l'an 1070, était à l'origine dédié à Confucius. Ce temple est la première université du Vietnam, où ont été formés les lettrés et les hauts fonctionnaires du pays de 1076 à 1915.
Après être passé par une porte, nous arrivons dans une autre cour où l'on peut voir cet immense bassin rectangulaire appelé lac de la Clarté Céleste. De chaque côté de ce bassin, on trouve 82 stèles érigées sur des tortues en pierre comportant les noms de 1307 diplômés de l'Académie confucéenne entre 1442 et 1779. Après un nouveau passage de porte, nous entrons dans une cour avec plusieurs temples, dont celui consacré à Confucius entouré de ses disciples. Ici, un bel autel entouré de 2 grues sacrées, et là, une tortue, animal également sacré au Vietnam. À l'extérieur, comme dans tous les lieux de culte, on trouve une pagode avec une cloche en métal symbolisant le yang ou la masculinité, en vis-à-vis avec une autre pagode avec un tambour en bois symbolisant le yin ou la féminité. À la sortie du temple, voici la façon de traverser la route quand on est piéton au milieu de toute cette circulation. On marche tranquillement sans s'arrêter, et ça passe. Nous avons ensuite droit à un temps libre en cette fin d'après-midi pour nous balader dans les rues avoisinantes. Nous commençons par longer le lac Hoan Kim, lieu incontournable de Hanoï, avec ici le pont du Soleil Levant, et là, au milieu du lac, la tour de la Tortue, construite en 1884 sur l'îlot du même nom. Sur cet immeuble, un portrait géant d'Ho Chi Minh, et là, une statue en bronze du roi Li Taito qui régna vers l'an 1000. Ici, un drôle de rayon sac à dos sur le trottoir. Nous déambulons ensuite dans les rues commerçantes souvent dédiées à un type d'article. Là, nous sommes dans la rue des chaussures. C'est l'heure de la sortie des classes et il n'est pas rare de voir des motos avec 3 voire 4 passagers dans une circulation toujours aussi anarchique. Regardez cette femme qui traverse tranquillement avec son commerce ambulant. Et là, encore un carrefour où je n'aimerais pas conduire. Ici, un immeuble en forme de bateau. Là, des Vietnamiens en posent 4 heures carrément sur le trottoir. En soirée, nous assistons à un spectacle de marionnettes sur l'eau. Les représentations se composent de courtes scénettes, rythmées par un orchestre d'instruments traditionnels dans un décor typiquement vietnamien. Cet art ancestral presque millénaire est né au nord du Vietnam où l'eau est omniprésente. Les marionnettes sur l'eau sont un spectacle populaire qui met en scène le travail des paysans dans les rizières, la vie des pêcheurs et les jeux des villageois. Les marionnettes sont fixées sur des perches actionnées par des marionnettistes cachés derrière le décor, au fond de la scène.
En fin de représentation, nous pouvons voir les marionnettistes venir saluer le public et recevoir les applaudissements des spectateurs. Sur le chemin du retour à l'hôtel, nous longeons la plus longue fresque en mosaïque du monde, avec ses 4 km de long, réalisée en 2010 à l'occasion du millénaire de la ville de Hanoï. Dommage de ne pas l'avoir vue en plein jour. Le repas du soir au restaurant sera l'occasion de goûter à des spécialités culinaires locales, dont le chaka de poisson, ici dans cette assiette. Le jour suivant est consacré à un aller-retour à Oahu, situé à une centaine de kilomètres au sud de Hanoï. En chemin, nous prenons quelques photos de rue et du réseau électrique, ainsi que des deux roues avec leur chargement toujours aussi improbable. Sur l'autoroute, outre les inévitables panneaux publicitaires et les nombreux cimetières en bord de route dans les rizières, nous dépasserons avec le Caire une moto, avec à l'arrière un cochon adulte vivant saucissonné sur le porte-bagages. Comme personne n'a eu le temps de dégainer son appareil photo, on se contentera de celui-ci sur cette carte postale pour illustrer nos propos. Non, ceci n'est pas un palais. C'est juste la modeste demeure d'un entrepreneur local pour qui les affaires ne marchent pas trop mal. Au fond, sur ces photos, nous apercevons le clocher d'une église, signe de la présence d'une importante communauté catholique dans la région. Après 2h30 de route, nous arrivons enfin à Tamcock, sur le site baptisé la baie d'Along terrestre. Le paysage, avec ses pics karstiques similaires à ceux de la baie d'Along, mais ici avec des rizières ou des rivières à la place de la mer, rappelle en effet la baie d'Along où nous étions il y a quelques jours. Avant le repas, nous visitons le petit temple Taivi construit au XIIIe siècle après la victoire des Trần sur les Mongols en 1258. Ce temple est l'un des plus anciens temples bouddhistes du Vietnam, et à l'intérieur, nous retrouvons les mêmes symboles que dans les autres temples, l'autel avec les offrandes, les grues sacrées et les statues dorées de Bouddha et des rois Trần à qui ce temple est dédié. À la sortie, M. Chuvantim, le gardien du temple aux 80 printemps bien tassés, a reconnu en nous des touristes français. Il nous joue un frère Jacques avec son drôle d'instrument, histoire de récupérer quelques milliers de dong en retour. Et dans la cour, nous trouvons bien sûr deux pagodes, l'une avec un tambour et l'autre avec une cloche. Après le repas, nous embarquons dans des sampans pour une balade d'environ 1h30 sur la rivière Godong. La femme qui conduit notre embarcation a une quarantaine d'années et a une façon originale de ramer avec les pieds. Finalement, c'est plus efficace et moins fatigant qu'avec les bras, et cela nécessite beaucoup d'adresse et sûrement beaucoup de pratique pour arriver à une telle maîtrise. Cette balade est vraiment formidable, avec des paysages somptueux qui défilent lentement au fur et à mesure de notre progression. Oh, mais c'est l'autre groupe de Français. Oh, il fait frais là, tout d'un coup. Le parcours nous fait passer par deux grottes creusées par les eaux sur les pics karstiques, et la lampe frontale est bien utile ici. Il faut juste ne pas être trop claustrophobe.
Et maintenant, en route pour le passage de la deuxième grotte. À la sortie, nous arrivons dans une espèce de petit lac qui est le point de demi-tour de notre balade. Le paysage environnant est juste magnifique avec ces pics qui nous entourent et toute cette végétation luxuriante. Nous prenons le chemin du retour en empruntant la rivière en sens inverse et en profitant au maximum de ce paysage unique. Nous rentrons ensuite à Hanoï avec quelques clichés en cours de route de belles demeures et des innombrables cimetières en bordure de route. En arrivant à Hanoï en fin de journée, nous retrouvons une circulation dense et ses transports en commun à 2 roues. Le lendemain, nous partons pour la ville de Sapa, située tout au nord près de la frontière chinoise. Il faut compter 5 heures de route pour y arriver. Nous partons donc de bonne heure le matin et ce long trajet est l'occasion de prendre quelques photos du cœur du paysage toujours aussi parfaitement plat. Mais cela ne va pas durer puisque Sapa est situé dans les montagnes du nord à environ 1600 mètres d'altitude. Et déjà, nous pouvons voir quelques collines émerger du plat pays. En arrivant à Sapa, nous pouvons voir quelques femmes habillées dans leur tenue traditionnelle et un surprenant restaurant au nom pas vraiment local. Après le déjeuner, nous partons en excursion dans le village de Ban Quang, à la rencontre des Diao rouges. En route, nous nous arrêtons pour admirer la vallée et la vue superbe sur la rizière en terrasse. On ne se lasse pas de contempler ce paysage magnifique. Nous arrivons ensuite dans le village de Ban Quang avec ses drôles de panneaux indicateurs et son école aujourd'hui déserte. Les habitants de ce village sont les Diao rouges d'origine chinoise et sont une des nombreuses ethnies minoritaires qui cohabitent dans cette région montagneuse du nord du Vietnam. Les habitations pour la plupart en bois apparaissent bien rudimentaires avec un confort spartiate. La vie doit être rude ici, surtout l'hiver quand le froid arrive dans ces montagnes. Nous rencontrons des hommes en balade à moto, pendant que les femmes travaillent, sans commentaire. Les femmes ont le haut du front rasé et portent un fichu rouge sur la tête. Dans cette maison, une télévision à écran plat qui dénote complètement avec son environnement. Ici aussi, la moto sert de transport en commun avec 4 passagers et sans casque. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons aux chutes d'eau de Tak Bak, qui, il faut bien le dire, n'ont rien d'extraordinaire. Comme nous ne sommes pas à la saison des pluies, le débit est faible et peu spectaculaire. Au pied de la cascade se trouve un petit marché tenu essentiellement par les Diao rouges et des Hmong noirs qui proposent leurs produits aux rares clients présents.
Nous rentrons à Sapa en fin d'après-midi. Nous en profitons pour faire un petit tour dans cette ville très colorée d'environ 10 000 habitants, fondée par les Français au début du XXe siècle et qui servait de station d'aptitude pour les Français de Hanoï. Près de la place centrale qui sert de terrain de football, on y trouve une belle église en pierre construite à l'époque coloniale à la fin du XIXe siècle. Un peu plus loin, alors que la nuit est en train de tomber, on trouve le lac artificiel de Sapa, l'occasion de faire un petit selfie. Si vous avez envie de cochon à la broche, c'est le moment. Ici, une vendeuse Diao rouge reconnaissable à sa coiffe. Après une petite bière avec nos compagnons de voyage, il est temps de rentrer à l'hôtel qui est ma foi très confortable. Le lendemain matin, nous sommes attendus dès la sortie de l'hôtel par des femmes Hmong qui nous proposent des articles souvenirs pour les touristes. Nous prenons ensuite le car avec un arrêt pour profiter à nouveau de la vue splendide sur la rizière en terrasse, où de nombreuses femmes sont également présentes pour tenter de nous vendre quelques bricoles. Sean, de son côté, en profite pour soigner ses bonnes relations avec les jeunes Hmong. Nous avons la surprise à la sortie du car d'avoir droit à un comité d'accueil assez inattendu. En effet, très rapidement, chacun d'entre nous est escorté par une femme qui ne nous quitte plus, qui est aux petits soins pour nous et qui espère nous vendre en échange quelques souvenirs. Escortés par nos anges gardiennes, nous empruntons un chemin qui traverse les rizières. À cette saison, le riz n'est pas planté et nous n'avons pas la chance de voir le paysage aussi verdoyant qu'il doit l'être lorsque le riz a poussé. Mais nous n'avons aucune peine à imaginer à quel point cela doit être magnifique. Nous faisons une halte dans un petit village où l'on peut apercevoir l'intérieur spartiate des maisons en bois. Ici, une tunique traditionnelle Hmong, et là, un short de Manchester United qui fait un peu tache dans le décor. Nous continuons notre chemin plus tranquillement, nos accompagnatrices étant reparties à l'assaut d'un autre quart de touristes. Là, les légumes et la viande sont vendus par la même personne, et en plein air. L'eau, nécessaire à la culture du riz, est acheminée de la montagne par des canalisations en bambou comme celles que nous voyons ici. Nous nous arrêtons dans un autre village où nous pouvons y voir un outillage d'une autre époque pour nous, comme cette machine à coudre ou bien cette meule en pierre. Ici, une vieille femme en train de réaliser un batik. Et c'est reparti par un chemin parfois étroit. Au bord du chemin, une femme qui vend des paquets de canne à sucre en plein soleil, et là, des buffles enlisés dans une parcelle bien boueuse. Devant nous, une construction en dur, mais les étais sont en bambou. Et Sean, toujours en bonne compagnie.
Nous nous arrêtons dans un petit commerce où l'on peut acheter des produits basiques comme ces piments, ou voir également de belles tuniques Hmong. Plus tard, nous apercevons au loin un paysan vietnamien travailler dans sa rizière à l'ancienne, avec son buffle comme animal de trait. À midi, en arrivant au village de Tavan, une fresque avec un buffle peint permet à certains de faire une petite photo souvenir. Ici aussi, les commerces de fruits et de légumes sont à même le trottoir. Ce bâtiment public paraît moderne et en bon état, de même que cette salle de classe dans l'école du village. Le village de Tavan est habité par les Giai, une autre des 53 minorités ethniques du Vietnam. Il est l'heure de déjeuner et une petite bière avant le repas n'est pas de trop après ces quelques heures de marche au soleil, n'est-ce pas, camarades ? Après le repas, nous reprenons notre chemin dans ce magnifique paysage de rizières et de rivières. Là, des buffles en RTT pèsent tranquillement au soleil. Un dernier passage de pont suspendu et nous rentrons à Sapa en milieu d'après-midi pour un temps libre. Il fait beau et les rues sont animées. Nous en profitons pour refaire un tour en ville et revoir à la lumière du jour les endroits visités la veille à la tombée de la nuit. Nous repassons près de la place centrale avec ses fouteux. Nous revoyons la belle église en pierre et plus loin, le lac artificiel encore plus beau au plein jour. Nous passons aussi à proximité du marché où des marchands des villages environnants, aux ethnies différentes, viennent vendre leurs produits. Ici, une moto lourdement chargée qui a bien du mal à monter la côte, et là, le fromage le plus consommé au Vietnam avec 70% de part de marché. Des femmes Diao rouges avec leurs hôtes pleines de souvenirs pour les touristes. De l'autre côté de la rue, c'est bien une pharmacie que nous voyons. La façade de ce restaurant est vraiment superbe sous le soleil avec ses plantes et ses couleurs vives. Le lendemain matin est le dernier réveil de notre voyage. Nous prenons en effet la route pour Hanoï, où nous devons prendre l'avion du retour en fin de soirée. En cours de route, un arrêt est prévu dans un marché local très typique, où se retrouvent toutes les ethnies de la région. Le parking n'est pas vraiment prévu pour les cars. Dans ce marché, on y vend des animaux comme ces chèvres ou bien ces buffles, et les Vietnamiennes sont habillées dans leur tenue traditionnelle. On y trouve également des fruits et des légumes, de la canne à sucre et des produits artisanaux.
Nous passons une bonne heure à déambuler sur ce marché, avec parfois des commerces assez surprenants. On y trouve aussi de quoi se chausser et se vêtir, et certains marchands n'ont pas l'air stressés. Ici, la boucherie du coin, avec des normes sanitaires un peu plus souples que chez nous. L'endroit est très rustique, mais en même temps très coloré. C'est très agréable de se balader ici. Là, le bar-restaurant du marché. Nous reprenons notre route vers Hanoï, et voici une photo de rivière qui peut paraître anodine, mais pas tant que ça, puisque cette rivière sert de frontière entre le Vietnam et la Chine. Les arbres que nous voyons sur l'autre rive sont chinois. Nous nous arrêtons dans un petit resto au milieu de nulle part où nous prenons notre dernier repas vietnamien en commun. Cela méritait quelques photos souvenirs. Ensuite, nous repartons en prenant quelques vues du car et nous tombons sur une scène étonnante. Nous avons souvent vu au cours de notre voyage une circulation incroyable avec des motos dans tous les sens, sans un accrochage. Et là, 2 motos seulement, ils ont trouvé le moyen de se rentrer dedans. Faut quand même le faire. Sur le bord de la route, nous voyons parfois furtivement des piétons sur la bande d'arrêt d'urgence. Ils sont en fait en train d'attendre le bus sur l'autoroute. Et voilà, c'est la fin du voyage. Une petite photo de groupe avant de prendre l'avion du retour.